Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre. Ça fait 15 fois que je reprends cette introduction, pourquoi? Parce que j'essaye d'exprimer quelque chose qu'il y a au fond de moi, ce que m'a fait ressentir ce chapitre une fois que j'ai lu, une fois que je l'ai relu, une fois que je l'ai relu. C'est tout simplement de la hype sur le futur. On sent qu'on arrive sur la fin du deuxième arc et on a des informations, des petites phrases à droite à gauche au niveau de ce chapitre qui font écho à des choses qui se sont passées il y a plusieurs centaines de chapitres, et c'est pour ça que j'adore One Piece. One Piece, c'est excellent. Alors, pour bien comprendre un petit peu tout ça, on va faire la critique analyse en 3 parties. Première partie, on va parler de Hiyori ainsi que de Kawamatsu. Après, on va parler de Luffy et de la future évolution de son haki. Et enfin, on va parler de Zoro et de la maîtrise qu'il a depuis tant d'années. Bref, encore une fois, on va faire une critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 939. On va commencer par la petite Hiyori. Hiyori qui est une sorte de petit parallèle par rapport à Rebecca, mais en beaucoup plus dur, en beaucoup plus poignant. Et tout ce qui a fait que j'ai détesté Rebecca est ici quelque chose qui feront que je vais adorer le personnage de Hiyori. On va faire un petit récapitulatif et une petite comparaison entre les deux. Ce qui est identique, c'est que ce sont des filles de personnes qui gouvernaient un pays. Leur vie était merveilleuse, ils étaient avec une famille qui adorait, et en une soirée, tout bascule à travers les flammes. Là où on a la petite Rebecca qui est avec son simili-père qui est le soldat, elle reste avec tout le temps jusqu'à l'arrivée de Luffy, c'est-à-dire qu'ils sont encore en lien. La petite Hiyori, elle avait tout perdu, et la seule personne qui était restée, c'était Kawamatsu. Et Kawamatsu, quand elle avait l'âge de 13 ans, il est parti. Elle ne sait pas où il est, mais il est parti. Et donc, elle s'est retrouvée toute seule, et à l'âge de 13 ans, elle a dû se construire, et elle est devenue Komurasaki. Par la seule force de sa volonté, elle est devenue comme ça, toute seule. Et rien que pour ça, il y a un respect à avoir envers elle qui est absolument dingue. Et l'autre chose aussi que j'ai vraiment adoré et qui nous a été montré, et je l'ai dit de toute façon dans ma réaction live, c'est qu'à un moment, elle est à 2 doigts de pleurer, et elle ne pleure pas parce qu'elle dit « Je suis la fille d'une guerrière ». C'est magnifique. Là où Rebecca a chiale pour un oui, pour un non, et ça te tape sur les nerfs, là ici, on la voit faire face à l'adversité. En plus, quand tu apprends à quoi elle a servi, c'est-à-dire que quand j'avais fait justement la vidéo sur Komurasaki, je m'étais posé la question pourquoi sa mère ne l'a pas envoyé dans le futur avec justement les autres fourreaux rouges et aussi son petit frère. Parce que pour une mère, comme je dis, pour une mère, le plus important, enfin pour des parents surtout, le plus important c'est de sauver ses enfants. Et non, elle a décidé de la garder parce que si elle s'était plantée en envoyant justement les fourreaux rouges, c'est-à-dire Kinemon, Kenjuro et les autres, ainsi que Momonosuke, si elle l'avait envoyé beaucoup trop loin dans le futur, eh bien la survie du clan Kuzuki serait perdue. Tu vois, imagine qu'elle soit plantée, qu'elle les a envoyés 100 ans dans le futur, et bien pendant un bout de temps, le clan Kuzuki ne serait plus là. Et donc, elle a décidé de garder avec elle Hiyori, alors que dans sa tête, elle savait qu'elle allait lui donner pendant 20 ans une vie absolument désastreuse. Parce que Toki, la mère de Hiyori, à 99%, elle est morte là. Donc c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que là, on a un traitement du personnage qui nous fait déjà avoir de l'empathie pour elle. Maintenant, on va parler un petit peu de la personne qui était avec elle pendant plusieurs années. Il s'agit de Kawamatsu. Kawamatsu, moi je pensais que c'était un géant par rapport à la prison, enfin la taille et tout ça. Et il y en a certains, hein, un gros chapeau, bah d'ailleurs je peux le dire, un poteau goji, un gros boujou à lui, il avait dit lui que c'était un kappa. Et moi j'avais dit non, c'est pas un kappa. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est trop gros, tu sais, il y a le son kappa qui sort de la bouche quand il rigole, donc on dit non, ça peut pas être un kappa. Et là, bim, oui, c'est un kappa. Alors en plus, comme je l'ai dit, j'ai dit c'est
peut-être parce qu'il a le fruit du démon du kappa, mais non, c'est impossible, parce que on le voit nager, donc s'il avait un fruit du démon, obligatoirement, il pourrait pas nager et il coulerait comme une pierre. Donc oui, c'est vraiment bien un kappa, et on a déjà vu des personnages du folklore japonais, des yokai. Rappelez-vous, dans le chapitre 919, à un moment, on voit la maîtresse qui explique un petit peu l'histoire de Wano Kuni, et elle explique justement l'histoire d'Orochi, et à un moment, il y a sa tête qui se transforme en serpent, et ça, c'est par rapport à un yokai qui s'appelle un Rokubi. On a cette ouverture vers des yokai, donc il va peut-être en avoir d'autres, et ça, encore une fois, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'en apprendre plus sur le folklore japonais, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. L'autre chose aussi qu'on a eu au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement le fait que Bippu et les deux autres qui sont Pingui et Orca, ils sont emprisonnés avec les autres membres de la rébellion. On voit que Iori, elle a le papier avec le symbole du serpent, avec la lune, et elle le fait voir à Zoro. Donc si elle avait ce papier c'est peut-être celui de Toko, le papier qui était tombé justement quand Kiyoshiro la coupe en deux, enfin lui fait la blessure. À un moment on voit qu'il ramasse un papier au sol, et bien ce papier est sûrement le papier que elle avait Iori. Donc on arrive toujours à se dire que le traître qui a donné les informations à Orochi pour commencer cette purge au niveau de la rébellion, au niveau des rebelles, c'est bien Kiyoshiro. Je veux que Kiyoshiro soit un antagoniste au niveau de cet arc. Il faut que ces personnages soient secourus, et c'est pour ça qu'il y a à l'intérieur Bippu, Orca et aussi Pingui. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas rester sans rien faire, et donc il va aller les sauver. Il y a un groupe qui va être formé parce que Shinobu aussi, elle va apprendre que des membres de son équipe, des gens qui veulent justement le retour du clan Kuzuki au niveau de la place du Shogun, elle va vouloir aussi aller les délivrer, et il y a un groupe, comme je l'ai dit, qui va se former. Je pense, c'est sûr et certain, que si les zombies comme ça, dans une prison un petit peu ouverte, en pleine place, c'est pour se servir d'eux comme appât pour après attraper les autres. Donc il va y avoir une infiltration, un combat de nuit qui va sûrement se passer, et ça va encore une fois tourner totalement en cacahuète. Et ça, j'ai trop hâte que ça arrive. On arrive maintenant à Uden, et on va parler un tout petit peu de ce qui est en train de se mijoter au niveau du haki. Premièrement, l'utilisation du haki que Luffy est en train de faire pour guider Hyogoro n'est pas la même utilisation qu'il y a eu dans le monde des miroirs. Remarquez comment Ichiroda met tout ça en place quand ça a été le monde des miroirs. Il y avait des focus au niveau des yeux, il y avait des trames au niveau des cases, et là on n'a absolument rien. C'est-à-dire que Luffy, ce qu'il fait, il ne fait que ressentir les intentions belliqueuses des autres personnes, c'est-à-dire les coups que eux-mêmes ont l'intention de porter. Et pour faire ça, c'est seulement qu'un ressenti au niveau du haki de l'observation, et il n'a pas besoin de se concentrer pour aller dans le futur. Vous remarquez bien que Luffy continue quand même à combattre pendant qu'il est en train de guider Hyogoro. Ça, c'est vraiment important. Par contre, là où il va y avoir une sacrée évolution, c'est au niveau du haki de l'armement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui avait déjà commencé à être mis en place il y a plusieurs chapitres. C'est tout simplement une évolution au niveau de l'emploi. C'est-à-dire que Luffy, quand il n'arrête pas de combattre depuis le début, il combat par des attaques qui sont obligées de toucher l'adversaire. Il est obligé d'avoir un contact. Et on peut imaginer, et c'est même ça justement que Luffy est en train de penser, c'est justement pour ça qu'il parle des écailles, c'est le fait que Kaido a une sorte aussi d'armure autour de lui, qui est une armure de haki, qui est une armure invisible. Et à partir de là, si Luffy doit vaincre Kaido, il faut qu'il arrive à le toucher au-delà de son armure, qu'il faut qu'il arrive à l'utiliser non pas avec du haki qu'il aurait au niveau de son poing, qui est aussi qui fait partie de son métabolisme. Il faut qu'il arrive à le toucher en faisant une projection de haki, et c'est ça qui est vraiment important. C'est ici où on a toute l'évolution de Luffy, c'est-à-dire que là il est en train de mettre en place une nouvelle façon de pouvoir
attaquer les personnes et surtout de pouvoir les toucher. En un sens, c'est la même évolution qu'on avait eue entre des coups normaux et des coups qui devaient toucher un Logia. Pour toucher le Logia, il fallait obligatoirement qu'il mette du haki sur sa main pour pouvoir neutraliser le fruit du démon. Et bien là, c'est la même chose. Il y a une armure qui est autour de Kaido. Pour pouvoir le toucher, il faut détruire quelque chose d'immatériel par quelque chose d'immatériel. Et là, on va arriver sur autre chose qui va même encore plus loin. Je pense que quand Luffy arrivera à maîtriser cette nouvelle technique au niveau du haki de l'armement, il devra en plus mettre du haki des rois dessus, et c'est là-dessus où on va arriver vraiment sur la véritable utilisation du haki des rois, c'est-à-dire une amplification de l'évolution du haki de l'armement. Le haki des rois, à part neutraliser des personnes lambda, il ne servait absolument à rien. Un mec qui est hyper puissant a obligatoirement une volonté qui lui permet d'aller au-delà de la volonté de la personne qui lui envoie le haki des rois. Maintenant, on va parler d'autre chose. C'est tout simplement, est-ce que Luffy est capable de battre Kaido? Je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire qu'il batte pour qu'il puisse asseoir son statut de personnage divin au niveau des dits et qu'il fasse trembler le gouvernement mondial. Quel est le but narratif à Luffy de le faire gagner seul le combat contre Kaido? Le but est de faire peur au gouvernement mondial et que à partir de ce moment-là, le but du gouvernement mondial et peut-être le but de Im-sama sera la véritable destruction de Luffy. Donc oui, il est obligé de battre Kaido et je fais confiance à Eiichiro Oda. Il va pas nous le faire battre comme ça par un apport de power-up. Il faut pas oublier quelque chose de très très important. Parce que là, tout le monde est en train de se concentrer sur le haki. Mais depuis Dressrosa, on a eu l'annonce de l'éveil. Et c'est là où on peut vraiment parler d'éveil. L'éveil du fruit du démon. Là, on aura un véritable éveil. Parce que pour l'instant, je vois beaucoup de choses où on dit l'éveil du haki. Pour moi, le haki ne s'éveille pas. Le haki est présent au niveau de celui d'observation et aussi de l'armement. Il est présent dans toute personne et il existe divers niveaux de maîtrise. Et c'est là-dessus que c'est important. C'est les maîtrises du haki. Et justement, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? C'est tout simplement le polo Zoro. Je sais que Zoro est un mec badass, je sais qu'on a toujours tendance à l'idolâtrer et c'est pour ça que quand j'essaye de faire quelque chose sur Zoro, j'essaye de prendre un peu de recul et j'essaye un petit peu de calmer ma hype. De toute façon, avant de faire la vidéo, je me prends une douche froide pour vraiment me remettre les idées en place. Zoro, comme on l'a vu au niveau d'Alabasta quand il a combattu Mr. One, il a réussi à couper l'acier. Et c'est vrai qu'il y avait une chose que je me rappelais plus du tout, c'est le fait que quand il prend son katana et qu'il tape, qui tape dans le palmier, qu'il ne coupe pas, et après il y a une pierre et il le coupe comme si c'était du beurre, on a un petit flashback par rapport à Koshiro. Cette phrase sur le coup, elle veut absolument rien dire, parce que tu te dis, à quoi ça sert d'avoir un katana si tu ne peux rien trancher? Et c'est là où toute l'ampleur vient vraiment prendre place, c'est par rapport au passé. Alors déjà, je voudrais faire un rappel et quelque chose qui est vraiment très très important, c'est qu'au niveau des vivres cards, on a appris que Koshiro est bien originaire de East Blue. Donc, il ne vient pas de Wano Kuni. Donc, il n'a aucun lien pour l'instant avec Wano Kuni. Cependant, on peut imaginer que le père de Koshiro, lui, vient de Wano Kuni et a appris énormément de techniques et les a après transmise à Koshiro. La chose qui est vraiment importante, comme partout, comme on l'a vu un petit peu, des fois ça s'est passé avec Luffy, c'est-à-dire que Luffy faisait des actions et c'était des prémices d'une future utilisation du haki ou d'une future utilisation du pouvoir de son fruit du démon. C'est pas parce que à ce moment-là, Luffy en avait fait une utilisation qu'il le maîtrisait déjà. Et c'est pour moi exactement la même chose au niveau d'Alabasta. À Alabasta, il dit qu'il arrive à
à sentir respirer toute chose. C'est-à-dire qu'il arrive à sentir respirer les cailloux, les palmiers, et même les arbres. Il sentait respirer l'acier à l'intérieur justement de Mr. One. Et ça, c'est l'utilisation inconsciente de son Haki. C'est-à-dire que il ne savait pas comment faire, il savait tout simplement le faire. Comme quand il a combattu Mr. One et qu'il a réussi à le couper, il a transmis sa volonté à l'intérieur de son arme et il a réussi à couper. Cette chose-là est devenue quelque chose d'instinctif. C'est l'effervescence du combat, le fait d'avoir été dans un état second, cette transe justement du combat qui lui a permis d'acquérir cette capacité de son Haki de l'armement, mais c'était seulement que pour ce moment-là. Parce que rappelez-vous, quand on a le flashback au niveau de Dressrosa, quand il est avec Mihawk, Mihawk lui apprend tout ça. Alors, pour ceux qui regardent DBS, c'est exactement comme l'Ultra Instinct. À un moment, Goku, il est dans un niveau d'éveil qui lui permet d'obtenir cet Ultra Instinct, mais il ne sait pas comment il l'a fait. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée à Alabasta, et c'est la même chose qui s'est passée un petit peu après. Maintenant, Zoro est capable de le maîtriser, est capable de l'utiliser comme il veut, et encore une fois, c'est une maîtrise, et ce n'est pas un éveil du Haki, mais pour l'instant, tout ce qu'on a vu au niveau de Zoro n'est qu'un traitement lambda d'un personnage de shonen. Zoro n'est que Zoro. Zoro est le second de Luffy. Luffy est bien supérieur à Zoro. Je trouve qu'en ce moment, il y a une hype sur Zoro qui est peut-être un peu trop intense. Il est sûr et certain que dans le futur qui va nous arriver au niveau de cet arc Wano, il va avoir des trucs hyper badass au niveau de Zoro. Mais ce qui va se passer au niveau de Luffy, ça va être dingue. Et c'est ça qui me fait triper. Parce que moi, j'ai confiance en lui. Et je sais que ce qui va nous arriver bientôt dans la tête, personne, je dis bien personne, n'est prêt. Donc voilà ce qu'il y avait à dire au niveau de ce chapitre. Si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me soutenir sur Tipeee et sur Utip. Comme d'habitude, partagez, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Et surtout, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.